pour notre deuxième semaine sur les taxes, impôts et autres joyeusetés du genre, nous allons parler de l'impôt sur le revenu. Ouais. Allez, c'est parti. Ah non. Allez, zou. Salut mes bilouchés. Café? Ouais, eh ben café. C'est parti. Hmm. Demain, je vais vous causer de ce que c'est réellement Swift. Encore une fois, c'est pas un modèle. Enfin, alors si, c'est un modèle de bagnole chez Suzuki, mais on va pas parler de ça. C'est un langage de programmation chez les bouffeurs de pommes, là, le truc dégueulasse là. C'est pas ça. On va vous parler de Swift dans le cadre bancaire. Vous allez voir à quel point Nono le dilaté a dit des conneries. Le pire, c'est qu'on l'a laissé dire. J'ai pas vu. Bref, ne faisons pas l'épisode de demain aujourd'hui. Après-demain, on va faire des éclaircissements sur les quartiers de 1000 habitants dans le cadre du jeu, puisque je ne suis pas un chat, a réussi à me faire un très beau commentaire, et je suis très content de savoir qu'il n'est pas un chat. Vous avez déjà vu le topito sur les chats, c'est tous des connards? Cherchez topito, les chats, c'est tous des gros cons, pardon. Vous allez voir, hilarant. Mais je me pisse dessus de rire à chaque fois que je le vois, ça fait 20 fois que je le regarde. Allez, parlons impôt sur le revenu, c'est parti. Alors, deuxième, c'est ça, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, c'est le deuxième, on a fait la TVA la semaine dernière, là on parle d'impôt sur le revenu. C'est un impôt qui concerne les ménages, j'ai bien dit les ménages, vous allez voir la précision, on en reparlera après. C'est un impôt qui a rapporté pour 2023 la modique somme de 82 milliards d'euros, ce qui représente 20,8% des recettes fiscales de l'État à ce moment-là. Le nombre de foyers assujettis, ouais, c'est vrai qu'il aurait fallu que je vous explique avant. Bref, ménage pas personne, voilà, ménage versus personne physique. Donc ménage ou foyer fiscal. Le nombre de foyers assujettis est de 18,2 millions sur les 40,7 millions de foyers fiscaux, donc devant rédiger, étant dans l'obligation de rédiger une déclaration, parce que même si on ne paye pas d'impôt, on est obligé de faire une déclaration. De fait, seuls 44,7% des foyers fiscaux sont imposables. On y reviendra plus tard. On garde un petit peu tout ça en tête. Pour cette année, on attend, alors avec justement, c'est toujours un nom de décalage parce que là, je vous ai donné les impôts réellement encaissés au titre de l'exercice 2023, d'accord? Mais fin 2023, on a fait la loi de finances pour 2024, et là pour l'instant on ne sait toujours pas ce qu'on a encaissé, puisque 2024 n'est pas fini. Dans la loi de finances, le projet était d'obtenir 93,3 milliards. Ça fait à peu près 11 milliards d'augmentation. Ça correspond ni à la croissance, ni à l'inflation. On ne sait pas comment les mecs ont sorti ça de... Ouais, il y a des moments où on se demande. Revenons sur le fondement de cet impôt. Il a été créé par la loi de finances du 15 juillet 1914. C'est un moment, hein, et a été mis en place en 1916, hein, en pleine guerre, hein, pour les adorateurs de l'histoire. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que la Première Guerre mondiale a été de 14 à 18. Si, il y en a, il y en a. Il y en a, rigolez, et pas des jeunes. Hein. Oui. Il va subir pas mal de modifications tout au long de son histoire. C'est très malléable, hein, c'est normal. Il y en a une qui m'a fait un peu rigoler, que je voulais partager avec vous, c'est en 1926. En 1926, ils ont décidé de supprimer l'impôt sur les portes et fenêtres. Je rigole pas. L'impôt sur les portes et fenêtres, introduit par la loi du 4 Frimaire en 7, ce qui correspond au 24 novembre 1798. Oui, c'est ça. Et qui est resté de 1798 à 1926. Ici, on comptait le nombre de portes, le nombre de fenêtres, pim, vous étiez imposé là-dessus. En gros. Ben, ouais. On peut avoir beaucoup d'imagination quand il s'agit de piquer du fric aux citoyens. Le 4 Frimaire en 7, j'ai fait un très beau dossier du jeudi sur culture, je vous mets le lien en description, qui parlait justement des mois de la Révolution, de tout ce qui a été fait autour. Très marrant, très intéressant, je vous invite à aller le regarder. Donc un impôt bien sûr très très mal perçu par la population à sa création, et puis tout le long, il est, quoi qu'il arrive, il est très mal perçu, tout le monde pense que c'est qu'il est injuste. On va voir quand on va attaquer son fonctionnement qu'il n'est pas si injuste que ça, mais je dirais là, aujourd'hui, dans la période moderne, depuis les 20 ou 30 dernières années, il n'est pas injuste, il est juste mal géré.
Alors, de mon point de vue, ça c'est une opinion. Je vous montre là, je vais faire défiler quelques images de la propagande qui a eu lieu en 14, 15, 16, 17, dans ces eaux-là. Bon, j'avais de l'humour à l'époque. Voilà. Voyons un peu le fonctionnement de manière assez basique, hein. Parce que cet impôt a beau être assez simple, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont toujours pas bien compris comment il fonctionnait. Ce qui est malheureux, hein, je veux dire, quand on est citoyen d'un pays et qu'on paye un impôt, il y a un moment, il faudrait peut-être se poser 2, 3 questions. Alors, peut-être que le problème vient de notre système d'instruction, qui est complètement défaillant, parce que moi, j'ai pas appris ça à l'école, par exemple. Je trouve ça bizarre de ne pas avoir appris à l'école comment fonctionnait l'impôt sur le revenu. J'estime que ça, lire un bulletin de salaire, savoir comment on fait une feuille d'impôt, savoir comment on remplit une déclaration d'accident du travail ou une feuille de sécu pour se faire rembourser le médecin, ça devrait être dans nos cours. On devrait apprendre, c'est la vie quotidienne. Petit aparté, tac, on ferme la parenthèse. Donc j'insistais tout à l'heure pour dire ménages, foyers fiscaux et pas personnes physiques. Et pour ça, je vais vous illustrer avec, avec un bon ami à nous qu'on a connu en 2012. C'est-à-dire que on va à mettre l'impôt sur un foyer fiscal parce que on a décrété, alors en 1914, hein, à ce moment-là, ça a été décrété et ça n'a jamais été remis en cause. On a décrété que l'unité d'imposition, la cible, c'était un foyer fiscal. Même si ce foyer n'est constitué que d'une seule personne, hein. Mais ça fait un foyer fiscal. Et le terme est important. Notre ami Flamby, en 2012, quand il est arrivé au pouvoir, la finance est mon ennemi, blablabla, je vais vous faire une tranche à 75%, toutes les personnes qui gagnent plus de, je sais plus combien c'était, 300 000, 600 000, 1 million, bref. Et il a fait rédiger le texte de loi, en mettant toutes les personnes qui vont gagner plus de temps seront imposées à 75%. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel est passé par là, puis hop, halte au feu les mecs là. En France, on n'impose pas des personnes, on impose des foyers fiscaux. C'est-à-dire que Flamby, qui est énarque, avec les ministres qui sont pour la plupart énarques ou avec plein de diplômes, les directeurs de cabinet qui ont toujours autant de diplômes, mais beaucoup sont énarques. Enfin, avec toute cette chaîne de personnes, ils ont tous écrit toutes les personnes. Il n'y en a pas un qui a levé le doigt en disant « Eh les gars, faudrait peut-être mettre foyers fiscaux, sinon on va se faire allumer. » En fait, si, il y en a un qui a dû le faire, parce qu'il y a toujours un con dans la bande. Et tous, ils ont fait « Chut, sinon notre plan va s'écrouler. » Ben oui, le plan, c'est tu fais une loi qui, à cause d'un mot à la con, ne passera pas le barrage du Conseil constitutionnel, mais ça te donne, tu te fais mousser sous la table pour obtenir des votes, et puis après, quand le Conseil constitutionnel vient et te barre la route, tu fais « Ah, bah, c'est pas de ma faute, c'est lui. » Mais surtout, tu prends pas 2 minutes pour remettre le truc dans Word, effacer personne, mettre foyers fiscaux à la place, et repasser la loi. Bah non. Ah bah non. Tu fais pas ça. Voyons, c'est de la politique. Le but, c'est de niquer le citoyen. Toujours. Bon, voilà, hein. Donc, foyers fiscaux, c'est une entité d'imposition. C'est comme ça. Donc, on met tous les revenus de ces gens-là. On va y venir. On met tous les revenus de ces gens-là. Et encore une fois, foyer fiscal, même si c'est constitué d'une seule personne. Mais ça permet effectivement d'avoir le papa, la maman, les enfants, on met les revenus de tout le monde, les personnes à charge, les enfants handicapés, les parents qui reviennent sous le coup des enfants parce qu'ils deviennent trop vieux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça permet de centraliser tout ça de manière assez simple. En tout cas, tel que ça a été pensé en 1914, où en 1914, l'esprit de famille était quelque chose de très important, la notion de foyer était quelque chose de très important, contrairement à notre époque. Donc effectivement, l'époque ayant évolué, il faudrait peut-être qu'on révise ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Comment fonctionne cet impôt? On va pas rentrer dans trop de détails, hein. Le but n'est pas de faire un concours un cours de fiscalité approfondi, on va juste survoler le truc. En gros, on va calculer l'assiette d'imposition. Alors le terme est bizarre, il existe pour des raisons historiques, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Peut-être sur la chaîne Culture, on pourrait faire ça. Posez vos questions, faites des commentaires. Donc l'assiette, c'est la somme, l'addition de tous vos revenus, répartis en catégories avec traitement salaire, pension et rente viagère,
Mais si vous sortez votre feuille d'impôt maintenant, vous allez voir que je dis la même chose que ce qui est marqué dessus. Hein. Donc traitement, salaire, pension et rente viagère, c'est tout ce que vous gagnez de manière normale à travailler, ou les rentes viagères parce que vous avez mis votre bien en viager. Rémunération des dirigeants de société, parce que c'est pas des salaires ça, c'est un truc un peu à part. Pas de charge sociale là-dessus par exemple. Les bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire les dividendes qui vous sont versés quand vous êtes patron d'une boîte, côté industrie et commerce. Les bénéfices non commerciaux, les BNC, ça c'est quand vous êtes en profession libérale. Parce que l'idée c'est, même s'il y a confusion des patrimoines, l'idée c'est quand même de séparer les trucs pour avoir deux comptabilités distinctes en cas de contrôle, c'est plus pratique. Les bénéfices agricoles pour nos amis les paysans. Les revenus fonciers, c'est quand vous avez des biens immobiliers, que vous les mettez en location, vous avez ça, vous avez des calculs d'abattement, de déduction, de machin. Ce qui reste, ça fait votre revenu. Les revenus mobiliers, bon, c'est un peu tout le reste. Les revenus mobiliers, on met un peu tout ce qui reste là-dedans. Je sais pas, vous faites une location de voiture. Voilà, c'est un revenu mobilier. Mobilier, il faut l'entendre, mobilier versus immobilier. Hein. Le principe des immeubles, immuables, imbougeables, impossible à bouger. Un immeuble, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déplacer. Un meuble, vous pouvez le déplacer. Et un meuble, c'est pas une table, c'est pas que une table, machin. Un bien meuble, c'est un bien qui est mobile. Voilà. On a fait le tour. Alors, il y a une 8e catégorie à la con qui prend d'autres trucs, mais c'est un impôt forfaitaire sur ces choses-là et qui n'entre pas dans le calcul de l'assiette. Une fois qu'on a fait toute cette addition-là, ça nous fait l'assiette d'imposition, c'est l'ensemble de vos revenus. On va mettre par-dessus tout de suite les fameux abattements de base, les 10% et machin et patati, ou gestion des frais réels. Et on va obtenir le fameux revenu fiscal de référence. Et ça, on va le passer dans ce tableau. Ce tableau, c'est le tableau des tranches. Donc là, vous voyez, c'est barème de l'impôt 2024, donc celui qu'on paye cette année sur nos revenus de 2023. Bon, vu qu'on est en octobre, fin octobre ou début de merde, je sais même plus à quel jour. Si, parce que vu que je tourne en avance, si, on sera encore en octobre. Donc vu qu'on est fin octobre, vous avez normalement tous fait vos régules de septembre, vous avez tous reçu les mails et machins pour faire ce qu'il faut, et vous devriez, parce que moi je n'ai même pas vérifié, mais je crois qu'on va arrêter de faire le prélèvement à la source si vous avez déjà payé tout ce qu'il faut. Sinon on fait la régule de paiement. Donc votre revenu de base, on le passe dans ce tableau-là, puis dans la première colonne, on regarde ce qui se passe dedans. Donc tout ce que vous avez gagné jusqu'à 11 294 euros, pas d'imposition. Si votre revenu est supérieur, donc plus de 11 294, jusqu'à la limite des 28 797, sur cette portion-là, et uniquement cette portion-là, vous allez payer 11% d'impôt. Si votre revenu dépasse ça, on recommence jusqu'à concurrence de 82 000 machins, où là-dessus vous allez payer 30% d'impôt, mais encore une fois, uniquement sur cette portion-là. Puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. On a toutes les tranches, et tous ceux qui gagnent plus de 177 000, eh ben, toute la portion qui est au-dessus des 177 000, ils payent 45% d'impôt. Pourquoi on a une tranche à zéro? Parce que la France, dans sa grandeur, a décidé que les gens à faible revenu ne devaient pas payer d'impôts. C'est comme ça. C'est le système de solidarité à la française. Point. On a décidé de faire ça. Si on n'est pas d'accord avec ça, il faut appeler son député, il faut dire je suis pas d'accord avec ça, il faut faire changer la loi. Puis alors là, en ce moment, alors là, ça commence à être un peu tard parce que les débats sont vachement avancés, mais c'est vrai que la semaine dernière, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Après, rêvez pas. Hein. Faudrait vraiment qu'il y ait énormément de gens qui se bougent en disant ah non, faut arrêter la tranche à zéro. Et vu que plus de la moitié des contribuables en bénéficient, ils vont pas se bouger pour ça. Un peu plus tard, je vous propose une idée là-dessus. Ce tableau-là est discuté, enfin rediscuté, remis en cause chaque année, puisqu'il est issu de la loi de finances. Donc il est rediscuté en termes des tranches, des montants dans les tranches, du taux d'imposition de chaque tranche et du nombre de tranches. Tout est remis en cause chaque année. À une vache près. Je ne veux pas ici entrer dans tous les détails sur les abattements, les forfaits, les niches de déduction, parce que sinon, là, ça va être... On va y passer 12 heures. Je fais exprès de grossir parce qu'il y en aurait quand même pour moins de temps et puis ça va vraiment être saoulant. Hein. Je vous dis toujours la durée des vidéos, on s'en fout, mais là ça va être saoulant.
va être saoulant, surtout que ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à ce que je veux présenter dans cette série d'épisodes sur les taxes, impôts et autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet impôt est le deuxième plus gros rapport du budget de l'État, des recettes de l'État, d'accord? En général, quand on fait TVA plus IR, on est à plus de la moitié du financement, ou un tout petit peu en dessous. Hein, on est toujours à hauteur de 50%, plus ou moins 5%, quand on fait ces deux-là. D'accord? Il faut aussi savoir qu'avec toutes les automatisations de logiciels, de machins, de trucs, de déclaration, de transfert de données entre l'URSSAF, les machins, les trucs, c'est un impôt qui devient de plus en plus facile à gérer et à récolter. Là où commence l'enfer, c'est quand les gens commencent à tripatouiller dans les niches machins. Mais c'est pareil, il y a 10-12% des contribuables qui peuvent cocher certaines cases. Le reste, c'est du salaire basique, standard, pim, pim, pim. C'est un impôt qui est très facile à collecter, qui coûte pas cher. C'est entre autres pour ça que moi je trouve que c'est un bon impôt. On peut discuter des détails, mais fondamentalement, quand on reste sur le concept, je trouve que c'est un très très bon impôt. Celui-là, et la TVA aussi est pas mal. Faudra en discuter, mais la TVA est pas mal. Alors, par contre, il y a un biais, justement, à cause des fameuses niches et tout ce bordel-là. Les gens qui sont très 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 riches, alors là on ne parle pas des gens qui sont juste dans la cinquième tranche à 177 000, on parle des gens qui mettent un zéro de plus, vraiment, qui passent le million de salaires, de revenus, de machins, qui ont des assiettes qui dépassent le million. Ces gens-là, on s'aperçoit qu'en taux, comment c'est, le fameux taux marginal d'imposition, ils arrivent à le baisser parfois en dessous de ce qu'un smicard peut payer. Et ça, ouais, là, il y a un vrai problème. Et justement, parce que le problème n'est pas sur l'IR, le problème est sur toutes les niches de déduction, d'abattement, de machin qu'on a collé dedans. Telle loi de finances de telle année a été faite parce que le gars qui était en charge au ministère du budget, machin, gna gna, il a son beau-frère qui gna, la moitié du temps, c'est ça. Hein. Ou alors il y a un lobbyiste qui est venu pour dire oui mais si tu fais ça, ça fait plaisir à tel et tel mec vachement puissant, puis il va pouvoir te faire un cadeau de chat ou il va t'amener par-ci par-là pour te ramener des votes. Enfin, la politique dégueulasse, le côté vraiment dégueulasse de la politique. Sur le coup pardon, je suis obligé de reprendre mon souffle parce que avec un poumon et demi, on a du mal à respirer. Sur le coup des tranches, moi j'ai toujours été partisan des tranches et j'ai toujours été, enfin non pas toujours parce qu'il y a eu des moments où je voulais pas en entendre parler, mais depuis une petite vingtaine d'années que je suis bien conscient de comment ça marche, moi je serais plutôt partisan d'augmenter le nombre de tranches, de réduire chacune des tranches pour être au plus près en fait des budgets de chacun et d'avoir une première tranche où on aurait un taux mini à payer de façon à ce qu'il n'y ait personne qui ne paye pas d'impôts. Même si au bout du compte, le foyer fiscal finit par payer 10 balles d'impôts sur l'année, mais au moins, parce qu'on entend toujours « Ah bah tu payes pas d'impôts, ferme ta gueule !» Alors je l'ai dit dans plein d'épisodes avant, ici, moi je refuse cet argument. Quand je dis « c'est mes impôts qui payent », alors c'est pour faire du genre. Parce qu'au moment où je dis « c'est mes impôts qui payent », c'est inclus, c'est pas que mes, c'est nos impôts, incluant ceux qui n'en payent pas. C'est pas parce que tu payes pas d'impôts que tu dois fermer ta gueule, je suis pas d'accord. Tu payes pas d'impôts, c'est parce que la France a décidé d'être généreuse avec toi et qu'il se trouve que dans ta situation, tu ne payes pas d'impôts. Mais tu as le droit de l'ouvrir, parce que tu es un citoyen comme les autres. Donc c'est pour ça que pour gommer ce truc-là, je mettrais une tranche, genre, tu vois, 0,1% d'impôts. À la fin, le gars, il paye ses 10 balles. Bah, ok, tu fais un effort, c'est un paquet de clopes. Bah, tu t'arrêtes de fumer un paquet de clopes dans l'année pour payer un impôt. Et là, on pourra plus te dire que tu payes pas d'impôt. C'est niqué. Bon, voilà, c'est une idée. En même temps, bon, je viens de vous dévoiler la moitié d'un épisode du jeu qui aura lieu dans plusieurs semaines. Mais bon, vu que vous avez que 70 jours, vous aurez oublié. Ah. La semaine prochaine, on va parler de l'IS, justement. Je fais un tout petit aparté. Et l'IS, donc, comme vous le savez, puisque j'ai commencé, TVA qui rapporte beaucoup, hier un peu moins, l'IS encore un peu moins. Faut pas gonfler l'IS pour dire il faut que les boîtes payent. La semaine prochaine, je vous expliquerai que quand les boîtes payent, c'est nous qui payons. Vous allez voir que c'est pas forcément une bonne idée de gonfler l'IS. Voilà, sur l'IR,
quand il n'y a pas de destination particulière, un peu comme la TVA. C'est là pour le budget global de l'État. Donc, pas la sécurité sociale, pas les collectivités territoriales. En théorie. Mais vu que les deux vont très très mal, ça finit par, par gerber des deux côtés, quoi, en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour complet de ce que je voulais vous présenter par rapport à ce que je veux donner comme état d'esprit à cette série. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je suis passé à côté d'un truc important. Moi, je pense pas, parce que je me suis quand même pas mal relu. Euh, Vraiment, par rapport au vernis, par rapport à l'explication basique, un peu surfacique que je veux faire, je pense que là, j'ai fait le tour. Sinon, après, on va rentrer dans des détails à la con, hein, soyons très clairs, qui vont pas spécialement servir le débat et qui vont pas spécialement être très très utiles. Voilà, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pour Philippe.